Bonjour et bienvenue au deuxième jour du Camp de carrière 2023. La séance aujourd'hui, ça va être réseauté pour se démarquer. Et puis, veuillez noter que cette session sera offerte en anglais et en français simultanément. Et puis, afin de visionner la séance en anglais, veuillez retourner à l'ordre du jour sur la plateforme vExpo et cliquer sur le lien pour Networking to Standout. Alors, ça, c'est notre équivalent en anglais. Je voudrais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins à Anishinaabe. Alors, les Anishinaabe des Algonquins ont vécu sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Je vous encourage tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Et puis, on a le lien dans la fonction chat si vous ne savez pas quel territoire sur lequel vous êtes maintenant. Le Camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada. On a plus de 7700 personnes inscrites pour cette conférence. Et puis, son seul objectif est de vous soutenir dans votre parcours professionnel. Au fur et à mesure que nous progressons dans la séance d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses qui est nommé Q&A sur la fonction Zoom dans la langue de votre choix. Pour la plupart en français parce que c'est une séance en français. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air. Et comme toutes les séances du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, cette séance sera enregistrée afin que vous puissiez revenir en arrière pour voir l'enregistrement sur le canal YouTube. Et puis, c'est notre but d'avoir tous les enregistrements sur le canal YouTube au fin de cette journée pour les événements qui ont eu lieu aujourd'hui. Alors, c'est à la fin pour moi. Alors, je vais passer la parole à votre modératrice pour cette séance, Karen Jacob. Alors, à vous la parole, Karen. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session de réseauté pour se démarquer. Ça me fait vraiment plaisir d'animer cette session-là. Puis ça m'a fait penser où est-ce que j'étais un peu plus tôt dans ma carrière moi-même quand je travaillais au privé et qu'une partie de mon travail, c'était de remettre des dons et commandites au nom de l'organisation. Et souvent, pour nous remercier de nos contributions de donateurs, les organismes nous invitaient à des 5 à 7 de réseautage entre tous les donateurs. Et ma réaction, mon réflexe, c'était toujours, bon, qu'est-ce que je vais envoyer? Parce que pour moi, c'était clair que c'est quelque chose que je voulais laisser quelqu'un d'autre faire. Ça m'intimidait beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, oh mon Dieu, quel carnet de contacts j'aurais aujourd'hui si j'avais procédé, si je m'étais présentée moi-même à ces sessions-là. Quel avantage que je pourrais avoir sur peut-être d'autres collègues avec cette expérience. Donc, je suis vraiment content pour vous que vous puissiez assister à cette session et je vous envie d'avoir l'opportunité d'avoir accès à cela. Alors, voilà, sans plus tarder, je vais vous parler un petit peu des panélistes parce que moi, je vous ai raconté ma petite expérience, mais ce n'est pas moi la star aujourd'hui. On a 2 panélistes avec nous. Donc, tout d'abord, on a Davy Sabourin qui a 7 ans d'expérience au sein de la fonction publique fédérale. Il a débuté comme étudiant, puis il occupe présentement un poste de gestionnaire responsable des relations avec les intervenants au Centre de la diversité et de l'inclusion au bureau de la dirigeante principale des RH, soit le secrétariat du Conseil du Trésor. Et oui, ça prend beaucoup de souffle pour dire ce titre, Davy, ma foi. Et nous avons aussi Ian Côté avec nous. Lui, il a débuté sa carrière comme enseignant. Il a fait le saut dans la fonction publique en 2014. Il travaille dans la direction des politiques de l'assurance-emploi au ministère de EDSC. Donc, 2 personnes qui ont un parcours différent et des expériences super intéressantes à vous partager au niveau du réseautage. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, on a quelques questions pour vous. Alors, dans quelle mesure pensez-vous que vos publications sur les réseaux sociaux sont pertinentes? Suivez-vous des influenceurs du gouvernement du Canada qui publient régulièrement du contenu engageant? Et 3e question, préférez-vous rencontrer de nouvelles personnes virtuellement
sur les réseaux sociaux ou en personne? Alors, on voit les réponses. Donc, dans quelle mesure pensez-vous que vos publications sur les réseaux sont pertinentes? Donc, il y en a beaucoup qui ne publient jamais. Rarement. Donc, OK, c'est intéressant. Et là, vous pouvez descendre vous-même pour voir les réponses suivantes. Suivez-vous des influenceurs du gouvernement du Canada? Donc, pas nécessairement. Et préférez-vous rencontrer des nouvelles personnes virtuellement sur les réseaux sociaux ou en personne? Un peu des deux. Moi, je vais avec ça, moi aussi, un peu des deux. Alors, super. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Et plongeons, Yann et Davy. Donc, la première question qui est un petit peu dans la même veine du sondage. Quelle personne du service public suivez-vous et pourquoi? Yann, peux-tu nous lancer ça? Merci, Karen, et salut tout le monde. Oui, c'est une bonne question. Moi, je vais mentionner quelques personnalités, mais en même temps, je pense que c'est important de parler peut-être d'une approche que j'utilise. Au commencement de ma carrière, après avoir déménagé d'Halifax à la capitale, j'ai commencé à suivre les fonctionnaires avec qui j'ai rencontré. Par exemple, Taryn Wasson, Jamie Boyd, Abe Greenspoon. Je pense que c'est les gens qui ont probablement parlé ici dans le passé. Puis là, je pense que je me suis rendu compte que, en général, je suivais des gens avec qui j'étais d'accord, des gens qui avaient, comme par exemple, la même éducation ou vraiment des idées semblables. Puis ça, je pense que ça a créé un peu comme une echo chamber. Puis dans les 5-6 derniers ans, je pense que je m'efforce de suivre des gens avec qui je ne m'identifie pas, des gens dont je pourrais apprendre. Puis une personne dont j'apprends beaucoup chaque fois qu'il publie, c'est Chris CPO. J'espère que je prononce bien son nom. Ouais, c'est quelqu'un qui partage de tellement bonnes idées à propos de, par exemple, l'antiracisme, le GBA+. Puis, ouais, lui, c'est quelqu'un que je suggère de suivre, certainement, si vous ne le faites pas déjà. Également, il y en a d'autres qui parlent de la santé mentale. Moi, j'ai le TDAH. Donc, par exemple, et j'espère que je prononce bien son nom, c'est Tina. C'est Tina Varves. Désolé. Ouais. En fait, c'est Tina, en tout cas, qui parle de santé mentale, de la TDAH, et Jean-François Claude aussi. Donc, je trouve qu'il y en a beaucoup. Mais pour moi, ces trois personnes sont de bons exemples des gens dont j'apprends beaucoup. Puis c'est vraiment comme ça prend une certaine approche, comme je disais. Puis j'essaie d'écouter toutes les voix que je peux, même si les gens, mais surtout si les gens n'ont pas de mêmes expériences que moi. Merci. Puis avant de passer à Davy pour la réponse, juste pour ceux qui sont moins familiers avec Zoom, donc Yann a le micro sur un compte et le visuel sur un autre compte. Donc, si vous voyez en gros la boîte noire, allez dans le coin View et choisissez peut-être un autre format de façon de visualiser le panel. Petit détail technique. Merci. Davy, de ton côté, quelle personne est-ce que tu suis et pourquoi? Bien, merci pour la question. Donc, dans mes fonctions principales au Bureau du Conseil du Trésor, j'ai l'opportunité de travailler avec plusieurs réseaux. Donc, en fait, une vingtaine de réseaux interministériels. Donc, peut-être que je vais mettre un peu plus d'emphase sur aussi les réseaux, parce que oui, il y a beaucoup de gens dans la fonction publique qui ont des rôles clés, ils ont du leadership, ils organisent des événements, ils font vraiment beaucoup de travail au niveau individuel, mais je pensais aussi prendre l'opportunité de reconnaître des réseaux qui sont justement comblés d'avoir ce genre de personnes-là qui s'impliquent avec eux. Puis je vais utiliser une petite perspective intersectionnelle parce que il y a plusieurs réseaux à travers la fonction publique qui touchent à différentes communautés, mais aussi des réseaux qui, à même les réseaux, ont une perspective intersectionnelle. Puis
Une des réseaux que je peux penser, bien entendu, c'est le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux qui a organisé justement cet événement-là. Moi, je les suis sur DC Connect, sur Twitter. Ils ont même un compte Facebook, LinkedIn, puis plus récemment TikTok. Et la raison pourquoi que je les suis, c'est parce qu'ils partagent souvent des opportunités justement de réseautage comme aujourd'hui, mais aussi des opportunités d'apprentissage. Puis même moi, en tant que gestionnaire, en tant que jeune gestionnaire, je veux dire, j'ai toujours envie de participer parce que c'est vraiment des occasions de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Un autre réseau aussi que je voudrais souligner, Jason Bett, c'est le champion exécutif, quelqu'un aussi à suivre sur les réseaux. Dans le fond, c'est un réseau qui a été créé en 2018, qui a vraiment pris une grosse ampleur, puis vraiment, c'est pour appuyer les fonctionnaires qui sont issus des communautés 2S, LGBTQI+. Et puis, vraiment, leur but, c'est de créer des espaces de travail authentiques. Donc, Jason Bett aussi, là, c'est lui le champion exécutif. Je vous dis, c'est sur LinkedIn, Twitter. Donc, si jamais vous voulez le suivre, c'est une bonne idée. Mais sinon, le réseau en soi, il se retrouve sur Twitter, il se retrouve aussi, ils sont très actifs sur GC Connect. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi GC Connect, c'est à l'interne, c'est comme, si vous voulez, le Facebook de la fonction publique, où est-ce qu'il y a plusieurs pages, il y a des groupes, on peut échanger, on peut échanger des publications, mais aussi mettre des commentaires, fait que c'est très interactif. Et le troisième que j'aimerais souligner, c'est le réseau des ambassadeurs de l'antiracisme au sein de la fonction publique. Et la raison pourquoi je le nomme, c'est que eux aussi font beaucoup d'événements, que ce soit de réseau. Ils font des événements, que ce soit de réseautage, mais aussi des événements de sensibilisation. Donc, une des personnes qui me vient en tête, qui est très active à travers ce réseau-là, c'est Ali Mohamed Khan. Donc, Ali Khan, il est actif sur Twitter. Donc, si jamais vous voulez être à l'affût des activités qui touchent à la diversité, l'équité, l'inclusion, l'antiracisme, le travail qu'on fait au sein du gouvernement justement pour avancer ces enjeux-là, je vous recommande fortement de le suivre. Il y a une personne que j'ai oublié de mentionner quand j'ai parlé du réseau des jeunes fonctionnaires, c'est Joshua Frame, donc la personne qui a ouvert la rencontre aujourd'hui. Donc, moi, je suis Joshua surtout sur LinkedIn parce qu'il poste souvent des opportunités au sein de la fonction publique fédérale, mais aussi en partenariat avec d'autres juridictions. Fait que je vais m'arrêter là parce que, comme je vous dis, il y en a tellement de réseaux puis de personnes qui sont actives, mais c'est ces personnes-là puis ces réseaux-là que je voulais souligner. Parfait, merci. Donc, vraiment, ça prend un petit bloc-notes pour prendre ça en note. Bien, on va continuer avec toi, Davy. Toi, tu es assez actif sur les réseaux sociaux. Puis, quel sentiment, je me demandais quel sentiment tu essaies de transmettre justement quand tu publies sur tes comptes? Moi, personnellement, j'utilise souvent mes comptes, à part Facebook, qui est un petit peu plus personnel, avec ma famille, mes amis, ces choses-là. Mais quand je suis actif sur LinkedIn, sur Twitter, c'est vraiment de partager l'information. Puis aussi de réseauter. Je veux dire, dans mon emploi, une de mes fonctions, c'est souvent de rencontrer des gens, c'est souvent de mettre des gens en contact. Puis pour moi, les réseaux sociaux, c'est une place où est-ce qu'on peut on peut trouver des personnes. Puis qu'est-ce que je veux dire par trouver des personnes? C'est que je vous donne un exemple. Mettons, je travaille sur un projet, je dis, hey, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît en UX design, comme user-centric design. Moi, j'ai pas cette expertise-là. Je vais sur LinkedIn, je regarde dans mes contacts, hey, telle personne travaille à tel ministère, puis c'est une personne qui a de l'expertise là-dedans. Donc, pour moi, c'est un outil aussi que je peux aller rencontrer, mais à travers les initiatives dans lesquelles que je participe, ben, j'en profite aussi pour partager de l'information que je pense qui est utile à mes collègues qui sont dans la fonction publique fédérale, que ce soit gestionnaire, que ce soit des personnes qui sont nouvelles dans leur fonction publique. Donc, à un moment donné, j'avais vu un rapport, puis le nombre de courriels qu'on envoie dans la fonction publique, c'est dans les millions. Fait que, des fois, il y a tellement d'informations. Fait que moi, je me fais une petite mission personnelle de transmettre l'information que je pense qui peut être utile aux autres, mais aussi trouver de l'information qui pourrait m'être utile. C'est bien, puis tu as parlé là, que tu trouves des gens, tout ça, mais est-ce qu'il y a justement dans ces opportunités qui ont émergé là, de ta présence en ligne, est-ce que tu as des exemples peut-être d'opportunités assez particulièrement intéressantes qui qui sont venues à toi par le biais de ce que tu transmets, justement?
Oui, en fait, je pense que le fait de participer à des opportunités d'engagement comme celui-ci, je pense que selon moi, ça a été à travers les réseaux sociaux, parce que si on est actif sur les réseaux sociaux, veut pas, les gens nous remarquent, right? Fait que ça va un peu avec le thème d'aujourd'hui, réseauter pour se démarquer. Plus qu'on réseaute, plus qu'on rencontre des gens, plus on est connu. Puis ça peut arriver des fois qu'on a des offres d'emploi parce qu'on est actif sur les réseaux sociaux. Ça peut arriver qu'on nous invite à prendre part à des événements. Fait que, un exemple concret, là, je suis en train de réfléchir à des exemples concrets qui ne me viennent pas nécessairement en tête, mais au sens large, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Merci. Puis oui, j'ai un petit peu déraillé de notre script parce que je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes. Je vais y penser, puis je vais revenir plus tard si je trouve un exemple. Pas de problème. Et pendant ce temps, je vais me tourner vers Ian pour la prochaine question. Donc, j'ai mentionné en introduction que toi, tu as commencé ta carrière dans le milieu de l'enseignement. Donc, quand tu as fait le saut, peux-tu nous parler un peu de comment tu as développé ton réseau quand tu as joint la fonction publique? Oui, merci, Karen. Puis, je suis désolé, je disais, il y avait un problème avec mon Bluetooth aujourd'hui dans le bureau. C'est la raison pour laquelle j'ai deux différents appareils. Oui, donc, je me souviens, oui, à la fonction publique en 2014, comme tu disais. Puis, moi, là, je suis un peu comme, je suis très social extroverti. Puis, j'avais un contrat en ce temps-là. Donc, puis je pense que j'aurais la même approche quand même. Mais vraiment, si je vois quelqu'un dans une réunion ou même autour de la fontaine d'eau, on parle en attendant, je ne sais pas, le micro-ondes. Moi, j'ai tendance à poser des questions. Puis, certaines personnes aiment ça, certaines personnes ne l'aiment pas trop. Mais pour moi, après, si je trouvais que je m'identifiais avec quelqu'un, je fixerais un rendez-vous, faire une rencontre avec eux. Puis je trouve que ça, c'était avant la pandémie, évidemment. Puis également, j'aime beaucoup participer à, comme par exemple, des rencontres de YMagine ou des événements de YMagine ou de FYN. Puis je trouve que c'est une très bonne façon de trouver des gens qui sont sont vraiment ambitieuses. Puis mais Davey avait une très, très belle réponse avant, mais pour recevoir des renseignements, des infos, mais également de savoir s'il y a peut-être une opportunité quelque part d'autre. J'ai trouvé ça très efficace. Puis, plus récemment, je trouve puisqu'on parle du réseautage, mais comme virtuellement, par exemple, je trouve que plus récemment, j'essaie de suivre, comme par exemple, des gens sur Twitter, puis répondre aux questions qu'ils posent, ou moi, je vais poser des questions. Puis je trouve que c'est une très bonne façon de vraiment bâtir et approfondir nos connaissances, mais également bâtir notre réseau. Donc oui. Et dans l'organisation, dans laquelle tu œuvrais, est-ce qu'il y avait des activités qui facilitaient un petit peu justement le réseautage, comme je sais pas, du speed networking ou des choses comme ça? Oui, il y avait du speed networking, puis comme du peer mentoring, le mentorat entre les pairs. Puis en fait, c'est ces genres d'activités que moi, j'ai essayé d'identifier comme meilleures pratiques. Donc, actuellement, moi, j'organise les mêmes types d'activités ici, puis je le faisais pendant la pandémie parce que j'ai trouvé qu'il y avait un genre d'écart une fois qu'on a commencé à travailler à la maison. Donc, moi, j'ai créé comme par exemple discussion autour de la fontaine d'eau virtuelle qu'on a fait, je ne sais pas, une vingtaine de fois ici. Juste, ça, c'était dans ma direction. Puis, on choisit un thème, par exemple, les meilleurs films ou le meilleur spectacle de musique que vous avez jamais assisté à, juste par exemple. Puis d'habitude, il y a beaucoup de gens qui assistent parce que je pense que mes sentiments étaient semblables, comme je pensais, OK, on n'a pas beaucoup d'occasions de se parler avec nos collègues. Donc, on aurait d'habitude entre 20 et 40 personnes qui viennent parler avec nous de, par exemple, le meilleur film de, je ne sais pas, des fêtes. Puis également, on a fait comme les mêmes genres d'activités comme peer mentoring, speed networking. On fait ça depuis quelques ans. Puis ça va très bien. Puis j'aime ça, j'aime organiser ça parce que ça me rappelle un peu de
de mes expériences quand j'ai enseigné, mais également, c'est une bonne façon de vraiment bâtir nos réseaux et de faire la connaissance des collègues qu'on ne connaît pas déjà. Intéressant. Donc, dirais-tu qu'au début, peut-être de toi-même participer, ça t'a fait en sorte que tu t'es démarqué, que tu as connu plus de gens au bureau, mais en devenant toi-même l'organisateur, j'imagine que ça t'a donné une visibilité extra au sein de ton organisation aussi. Oui, certainement. Quand on mène les activités, évidemment, il y a un certain niveau de visibilité. Puis, je trouve que dans ces situations, il faut être respectueux, toujours, poli, mais en même temps, il faut juste être comme authentique. Puis, on parlera un peu de ça, comme vous voyez en arrière, si c'est mon université où j'ai fréquenté pendant mon bac il y a quelques ans. Puis, j'aime partager n'importe quoi dans le contexte du travail qui est approprié, bien sûr. Les choses qui donnent une idée aux autres d'où je viens ou des valeurs que j'ai. Puis quand je commençais ma carrière, je pense que c'est vraiment quelque chose que je faisais pas. Je voulais être semblable à tout le monde d'autre. Les gens qui ont étudié à Ottawa, qui viennent d'Ottawa, ou de villes comme moi, je suis à Gatineau. Puis, oui, après du temps, je pense que je me suis rendu compte que les gens que je voulais travailler avec ou pour, c'était les gens qui étaient plus ouverts, puis les gens qui partageaient beaucoup. Donc, moi, je partage parfois trop, mais je trouve que c'est une bonne façon de se faire voir, mais également juste, c'est une façon efficace de voir au monde, aux gens avec qui on parle, comme qui on est, au lieu de juste comme moi, je travaille pour ce ministère et je fais ce job. Oui, absolument. Qui on est, pas juste ce qu'on fait. Super, non, super Mhm. intéressant. Puis, ben là, on a parlé un petit peu de justement d'être plus en personne et tout ça. Donc, je me tournerai maintenant vers Davy pour la prochaine question, pour lancer ça. Donc, quel réseau ou communauté là, que tu connais qui offre aussi des possibilités d'engagement dans ce qu'on appelle la vie réelle? Dans la vie réelle. En fait, si tu me permets, j'ai réfléchi à la question que tu m'avais posée par rapport à un exemple concret. Puis si tu me le permets, je vais le partager. Mais avant ça, je veux juste régler quelque chose. C'est le meilleur film du temps des fêtes, Ian, selon moi, c'est Home Alone. OK, je veux juste dire ça comme ça. Maman, j'ai raté l'avion. So, je pense qu'on clôt le débat ou on peut ouvrir un débat là-dessus. Mais en fait, je vais donner un exemple. Moi, dans ma vie, je suis fonctionnaire avec TBS, le Conseil du Trésor, mais je suis aussi réserviste avec les Forces armées canadiennes. Fait que, avec l'organisation des cadets, fait que je suis un instructeur avec les jeunes. Puis quand que j'ai complété mon enrôlement, j'ai annoncé justement sur mes réseaux comme quoi que j'avais complété mon enrôlement. Puis j'ai eu tellement des bons commentaires et des gens qui m'écrivaient dans les commentaires si jamais tu as besoin d'aide, si jamais tu veux des conseils pour naviguer tout ça, comme gêne-toi pas. Fait que, tu sais, pour moi, je vois aussi cette façon-là, tu sais, on s'engage sur les réseaux sociaux, puis il y a souvent des gens qui sont là aussi qui vont s'offrir pour nous aider à travers tout ça. Fait que, tu sais, j'avais vraiment apprécié ça, puis c'est grâce à Twitter, dans le fond, que j'ai pu créer ce genre de contacts-là. Fait que, c'est un petit exemple que je voulais donner. Pour la question qui revient à les possibilités d'engagement dans la vie réelle, c'est sûr qu'avec la pandémie, beaucoup de choses ont été virtuelles. Fait que je pense qu'on a fait preuve de résilience, puis on a vraiment shifté de façon dynamique et agile pour aller en virtuel. Mais récemment, cet été, j'ai participé à un événement organisé par le réseau des jeunes fonctionnaires à Ottawa. C'est FYN on the Road, ou en français, je pense que c'est le RJF sur la route. Et dans le fond, c'est dans les grandes villes, donc Ottawa, Montréal, d'autres villes aussi à travers le Canada, qui organisent des événements de réseautage où est-ce qu'on peut aller en personne. Puis c'est le fun parce que souvent, moi, quand je suis allé à Ottawa, il y avait, mettons, la sous-greffière qui était là. Il y avait vraiment, des personnes, des hauts fonctionnaires qu'on peut échanger. Il y avait aussi des mentors, il y avait des jeunes, surtout des jeunes fonctionnaires aussi. Mais quand que je dis jeunes fonctionnaires, je parle aussi des gens qui sont peut-être nouveaux dans la fonction publique. Fait que je ne vais pas trop aller là-dedans, là, mais comme je juste
mentionné ça. Donc, définitivement, le réseau des jeunes fonctionnaires, mais aussi le réseau de la fierté dans la fonction publique. Donc, à Ottawa, surtout, au mois d'août, la dernière semaine d'août, il y a la fierté dans la capitale. Et je sais que, justement, la fierté dans la fonction publique en profite pour faire des levées de drapeaux. Donc, à différents ministères en personne, où est-ce qu'il y a des petits événements, on lève le drapeau, on célèbre la fierté. Il y a aussi des événements en personne. Moi, je me souviens... il y a un petit bout, c'était des shows de drag. Donc, pour ceux qui aiment ça, drag, RuPaul, moi, je suis un fan, là, just saying. Il y a aussi ce genre d'événements-là. Fait que, tu sais, non seulement c'est des activités qui sont le fun, qui célèbrent justement la diversité, mais qui permettent de rencontrer des nouvelles personnes, puis vraiment de créer ce sentiment-là d'appartenance qui, selon moi, est aussi un autre bienfait justement des réseaux, c'est vraiment de se créer ce sentiment d'appartenance, de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, qui nous parle, nous, avec nos identités. Donc, tu sais, moi, je m'identifie comme un homme queer, noir. Donc, d'une part, avec le réseau de la fierté dans la fonction publique, ben, tu sais, je peux réseauter avec des gens qui sont aussi partie des communautés. Et mettons un réseau pour les fonctionnaires noirs, ben, je peux aussi, tu sais, fait que c'est là que je voulais dire l'intersectionnalité. Mais au niveau des événements dans la vie réelle, je sais que ces deux réseaux-là en font. Puis, il y en a certainement d'autres qui en font aussi, mais c'est les deux qui me viennent en tête présentement. Merci. Puis les deux, dans le fond, on a parlé un petit peu de qu'est-ce qui, de quand vous lisez quelque chose, qu'est-ce qui, quand vous écrivez ou vous mettez quelque chose en ligne, qu'est-ce qui ouvre des opportunités. La prochaine question, c'est un petit peu dans le sens inverse. Qu'est-ce que vous remarquez dans les messages des autres puis qui vous donne envie de vous engager? Je donnerai la parole à Ian pour commencer. Merci, Karen. Ah oui, Oui, okay. Désolé. Puis, premièrement, Davy, j'aime beaucoup écouter vos réponses. Tu parles bien, puis ouais. Et moi, j'ai commencé à regarder Drag Race pendant la pandémie, puis j'ai vu 14 saisons de Drag Race depuis 3 ans, mais il y en a trop. Donc maintenant, comme par exemple, je n'ai pas encore regardé la saison récente de Drag Race Canada, en tout cas. Mais une fois, j'ai vu Naomi Smalls, il y a 6 ou 7 ans, performer à Toronto dans l'Opera House et c'était excellent. Ouais. En tout cas, moi, j'aime beaucoup l'authenticité. Puis, pour moi, je parlais un peu de ceci avant, mais je me sens plus à l'aise avec les gens si je me sens qu'ils sont ouverts, honnêtes, transparents. Puis, ce sont pour moi des traits, des valeurs qui sont très importants. Puis quand je vois du monde publier, par exemple, Chris publie des messages comme il parle des enjeux tellement importants de façon honnête, puis c'est comme speak truth to power, comme vérité au pouvoir. Moi, ça me donne envie aussi à faire ça, parce que parfois, on a un peu peur de se faire démarquer. Surtout dans la fonction publique où on est censé être un peu comme anonyme selon les principes du système comme Westminster. Donc, l'authenticité est quelque chose de très important pour moi. Puis, c'est quelque chose c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus. Mais en même temps, je comprends les raisons pour les autres qui ne veulent pas vraiment partager leurs pensées même dans tout sujet. Mais pour moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus. Et c'est grâce aux gens comme Chris, Tina, Jean-François qui me donnent envie, me donnent le courage à le faire. Bien, merci. Puis, dans la même veine, un peu, tantôt, Davy, tu partageais là, que tu avais justement mentionné ton statut là, de réserviste. Donc, l'authenticité, ça vient aussi avec se rendre un petit peu vulnérable parce que là, tu as mentionné des commentaires positifs, mais ça peut aller dans tous les sens. Donc, toi, comment tu gères ça un peu, cet aspect-là? Bien, c'est sûr que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu sais, je vais parler pour moi, quand j'étais plus jeune, je sais que les personnes sont un peu plus âgées, tu sais, les réseaux sociaux, c'était pas aussi présent. Fait que, tu sais, je vais faire un parallèle avec ce que Ian a dit, tu sais,
un peu plus anonyme, tu sais. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est vraiment ceux qui sont sur les réseaux sociaux, comme c'est très facile de trouver des renseignements personnels sur des personnes. Fait que, mais ceci étant dit, selon moi, l'authenticité vient avec la vulnérabilité. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que en étant authentique, il vient avec un certain degré de vulnérabilité parce qu'on peut avoir peur que les gens nous jugent ou, tu sais, oui, we speak truth to power, tu sais, on challenge le statu quo et ces choses-là, puis ça peut nous amener des sentiments un petit peu de comme, hey, je sais pas qu'est-ce que les gens vont penser ou, tu sais, mais si je pose ça aujourd'hui, ça va-tu me mettre dans le trouble? Mais, tu sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire selon moi. Mais avec la pratique, avec le fait que je me dis, écoute, voici ce que je pense, et puis les gens, ils penseront qu'est-ce qu'ils veulent. Puis, il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais c'est aujourd'hui quand c'est important, encore aujourd'hui, de créer des espaces où on peut avoir des débats qui sont sains, des espaces où on peut s'exprimer. Et puis, selon moi, ça nécessite justement ce degré de vulnérabilité-là. Puis ça me fait penser à un TED Talk que j'ai écouté que ça s'appelle The Power of Vulnerability. Et qu'est-ce que la personne disait, puis là, je ne sais pas pourquoi Dr. Brené Brown, c'est ça son nom. Donc, si jamais vous voulez écouter ça, je le recommande. Dans le fond, ça parle comme quoi que pour créer des contacts authentiques avec les gens, développer la confiance et bien évidemment réseauter, ça prend ce sentiment de vulnérabilité-là, puis il faut juste l'exploiter à son plein potentiel. Fait que là, je sais que je chante un petit peu vague, puis utopique dans la façon que je parle, là, mais comme que je le dis, c'est plus qu'on le fait, plus qu'on exprime comment on se sent, plus qu'on réalise que les gens, finalement, il y en a pas mal qui sont d'accord avec moi. Puis il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je vais leur expliquer ma position, puis on peut avoir un débat sain en ligne qui peut amener justement à des gens de changer leur façon de penser. Il y a un quote que j'aime beaucoup, que je dis souvent, c'est en anglais, When presented with new information, it's okay to change your mind. Donc, lorsqu'on se fait présenter une nouvelle information, c'est OK de changer sa façon de penser. Mais ça aussi, ça prend de la vulnérabilité. De dire, OK, ouais, j'avais pas raison, ou la façon que je voyais les choses, peut-être que c'était pas nécessairement les meilleures façons de voir les choses, mais je m'assume, je suis vulnérable, je dis, hey, t'as raison. Tu sais? Fait que pour moi, c'est un peu ça. Bien, merci pour ce partage. Puis oui, Brené Brown, qui est une grande chercheuse dans le domaine et qui est aussi sur. Tu as parlé d'un TED Talk, mais elle a aussi un documentaire au complet sur Netflix pour ceux qui s'intéressent. Alors, bien, parfait. Donc, merci pour ça. Donc, j'ai changé un petit peu le registre de la question. Donc, selon vous, est-ce que l'âge joue un rôle dans la participation au réseau professionnel ou comité ou tout type de réseau? Selon vous, là, l'âge, qu'est-ce que ça joue là-dedans? Yann, veux-tu nous commencer ça? Oui, merci Karen. Je pense pas, pour moi, je pense pas que ça joue un rôle important. Désolé, je pense que j'ai commencé la vidéo. Oh, non. Ça ne joue pas un rôle important, non, mais en même temps, je pense que ça dépend de la personne en général. Puis, je ne vais pas faire comme des généralisations, mais je pense que comme nos tendances vont influencer nos préférences, puis la manière dont on va engager avec du monde ou s'engager. Puis, pour moi, c'est quelque chose dont j'essaie d'être conscient. Si, par exemple, je suis actuellement gestionnaire par intérim, puis j'ai des gens sur mon équipe qui sont tout différents, évidemment. Puis comme quand j'ai enseigné, si j'ai enseigné aux élèves de, disons, 16 ans, 17 ans, 13 ans, un groupe de 30 élèves, le monde est différent. Donc, il faut adapter, puis il faut établir des connexions avec eux pour comprendre leurs préférences. Parce que si on les écoute, puis on adapte, je trouve que c'est une très bonne façon de faire des connexions comme réelles, comme David parlait un peu de ceci. Puis l'authenticité, ça nous aide à établir des liens comme très forts. Pas nécessairement juste comme des liens qui viennent passer, puis là, s'en aller. Donc, est-ce que l'âge joue un rôle important? Non, mais je pense qu'il faut quand même tenir compte des préférences puis de ce que les autres aiment, veulent,
préfèrent. Puis, en faisant ça dans un contexte de réseautage, ça peut nous aider à le faire de façon efficace. Puis, ouais, Oui, c'est mais ça. ouais. Non, non, super intéressant. Davy, est-ce que tu allais dans la même dans la même ligne? Absolument. C'est un petit peu dur de suivre Ian parce que j'ai vraiment beaucoup aimé sa réponse de comme l'âge. L'âge, c'est juste un chiffre, là. Je sais qu'on dit souvent, tu sais, veut dire, mais tu sais, je vais vous donner un exemple concret. Quand que je travaillais au commissariat de la protection de la vie privée, j'étais étudiant FSWEP, étudiant FSWEP, je sais pas c'est quoi l'acronyme en français. Puis c'est ça qui manquait selon moi. C'était vraiment, tu sais, j'ai grandi à Montréal, j'avais aucune connaissance de c'est quoi la fonction publique fédérale. Ça me faisait peur. Je rentre dans un building, oh my God, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais c'est pour ça que moi puis une de mes collègues, on a parti le réseau des jeunes fonctionnaires au commissariat de protection de la vie privée. Puis je me suis emmené quelqu'un qui est venu me dire, ben, c'est quoi l'âge limite? C'est pour que je puisse me joindre. Parce que, tu sais, moi, je suis quand même assez plus âgé, mais je me sens jeune, puis tout. Puis j'ai dit, on va pas mettre d'âge limite parce que, premièrement, comme tu l'as dit, tu es jeune dans ton cœur, mais pas juste ça, il y a des personnes, par exemple, qui sont nouveaux dans la fonction publique. Fait que, mettons, moi, j'ai passé 15 ans dans le secteur privé, je me joins à la fonction publique, c'est la même chose que moi quand j'ai commencé comme j'étais étudiant. Fait que, pour moi, l'âge, c'est pas important quand que tu veux t'impliquer dans des réseaux, quand que tu veux mener des réseaux aussi, dans le fond. C'est vraiment qu'est-ce que tu apportes en tant qu'individu avec ton authenticité. Euh, personnellement, moi, j'ai 29 ans. Puis la plupart de mes amis sont plus âgés, mais il y en a que c'est le contraire. Fait que, pour moi, l'âge, je ne dirais pas que c'est insignifiant, mais ça ne joue pas un gros rôle, selon moi, dans la participation des réseaux puis du réseautage. Une des choses, par contre, que je dirais, c'est il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, qui sont peut-être pas nécessairement aussi habiles avec la technologie. Donc, je ne veux pas généraliser, mais il y en a que c'est juste pas une facilité. Donc, peut-être qu'en ligne, c'est un peu plus difficile ou des gens qui veulent pas être sur les réseaux sociaux. Donc, selon moi, c'est important aussi de s'assurer d'adapter les événements, d'adapter nos activités pour être le plus inclusif possible de toutes les personnes, nonobstant de leur âge. Mais là, tu piques ma curiosité en disant que tu as lancé toi-même un réseau. Donc, quand tu arrives, c'est ton premier emploi, où tu as commencé? Est-ce que tu as juste écrit sur l'intranet? Comment qu'on commence un réseau, un truc de réseautage? Oui. En fait, moi, qu'est-ce que je dirais? C'est important d'avoir un champion. Donc, tu peux trouver un champion dans la direction parce que c'est eux qui vont pouvoir aller chercher les ressources, que ce soit financière, logistique ou autre chose. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un sous-commissaire qui était qui nous a beaucoup appuyé là-dedans. J'ai écrit une note de brefage. Ensuite, c'est allé au sous-commissaire. Ça s'est rendu au commissaire qui a approuvé justement parce que, tu sais, on sait dans la fonction publique, quand il y a des dépenses, il faut justifier les dépenses, il y a de la paperasse à faire. Mais tu sais, j'avais aucune connaissance de tout ça. Fait que pour moi, je suis allé chercher un mentor, je suis allé rencontrer quelqu'un qui pourrait m'aider à établir ce réseau-là. Donc, si on regarde en fonction publique, tu sais, beaucoup des réseaux qui sont bien établis, ils ont des champions qui sont exécutifs qui peuvent justement aller chercher, ou des personnes qui ne sont pas nécessairement exécutifs, mais qui ont plus d'expérience en fonction publique, qui peuvent nous aider à naviguer ça pour établir nos propres réseaux, organiser nos propres événements. Donc, je dirais que ça a vraiment été la clé du succès pour nous. Super intéressant. Merci. Puis là, je regarde l'heure. On veut quand même laisser du temps pour les gens qui posent des questions. Donc, une petite dernière question pour vous en terminant. Quel serait votre conseil numéro 1 que vous donneriez aux participants aujourd'hui qui souhaitent réseauter pour se démarquer? Là, je dis numéro 1, ça peut être 2 ou 3, c'est correct aussi. Davy, veux-tu continuer? Oui, certainement. Au risque de me répéter, je pense qu'avec le mot-clé aujourd'hui, c'est l'authenticité. Mais je pense que je vais ajouter à cela, puis ça va un peu dans qu'est-ce qui suit un peu qu'est-ce que je venais de dire, c'est de ne pas avoir peur de prendre le lead. Puis je sais que ça peut être intimidant, puis il y en a qui sont un peu plus introvertis versus ceux qui sont un peu plus extrovertis. Mais si vous voyez qu'il y a un manque à combler, puis vous voulez vraiment créer ces espaces-là de réseautage, gênez-vous pas pour prendre le lead. Puis comme Ian l'a dit tantôt, de s'impliquer, c'est définitivement une façon de se démarquer, mais de prendre un rôle de leader dans cet espace-là aussi, c'est vraiment une façon de se démarquer. Donc, moi, qu'est-ce que je dis, c'est entourez-vous des personnes qui vont vous appuyer là-dedans, puis ça va être vraiment, selon moi, la clé du succès. Donc, gênez-vous pas pour organiser vos propres événements locaux.
Merci. Et Yann, de ton côté? Oui, puis je ne suis pas capable de donner un conseil concis, mais je vais essayer. Je pense qu'on va toujours parler avec des gens avec qui on est d'accord, mais je pense que mon conseil, c'est de chercher à écouter les voix qui diffèrent de vos amis et de vos collègues intimes. Mais la meilleure décision pour vous, c'est quelque chose que vous savez uniquement. Mais si vous posez la même question aux gens qui se ressemblent et qui ont des objectifs pareils, vous allez vous rendre à une réponse pareille, toujours, 99 times out of 100. Donc, je pense qu'il faut écouter tout le monde, mais il faut vraiment comme gérer votre carrière, gérer votre réseau comme vous voulez. Puis toujours comme respecter le temps des autres, soyez respectueux, mais également comme n'ayez pas peur de, par exemple, pas trop partager, en fait. Puis je pense même en écoutant Davy, ça m'a donné envie de partager plus parce que ses réponses sont très, très bien articulées. Puis lui est ouvert, puis moi, j'ai de l'anxiété. Donc, je trouve que ça, c'est un défi parce que je commence à écrire un message, à publier, puis là, j'arrête. Et là, je pense. Non, non. Mais il a bien dit comme si c'est quelque chose dans lequel vous croyez vraiment bien, puis vous avez bien pensé, je pense que c'était important de partager. Donc, l'authenticité, oui, il y avait plusieurs conseils là-bas, mais c'est ça. Merci. Vraiment super intéressant tous les deux. Et maintenant, ben, on laisse la parole aux gens qui sont dans la salle virtuelle. On va donc se diriger vers la fonction là, de Q&A, donc Q et A, que nous vous demandons d'utiliser si vous avez des questions pour nos panélistes Davy et Ian aujourd'hui. Souvenez-vous aussi que vous pouvez voter pour les questions que vous souhaitez voir posées là, en utilisant la fonction de pouce en l'air ou thumbs up pour voir les plus populaires. Donc, alors, on va commencer. Donc, ça commence déjà à rentrer. Donc, j'y vais avec une question. Ah, bon, celle-là, elle est anonyme, donc je vais vous lire ça. Je préfère réseauter en personne. Comment faire pour trouver des événements dans ma région? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait se lancer? Yann, oui? Oui, pour moi, comme par exemple, je viens de l'Atlantique, mais je travaille ici dans la capitale. Mais si, par exemple, je travaille dans les provinces atlantiques, j'essaierai de trouver des gens comme, par exemple, les Rod Gallant, les Jody McDonald, comme Jen McDougall. C'est pas nécessaire d'être trop actif ou d'avoir un compte sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça va beaucoup aider. Puis si vous n'êtes pas capable de, par exemple, vous ne voulez pas créer un compte Twitter ou Instagram, LinkedIn, je parlerai avec des gens dans le bureau, poser des questions. Hey, connaissez-vous des gens qui soit organisent, soit participent aux événements? C'est vraiment juste la communication. Comme c'est rare qu'une solution va tomber comme, fall in your lap. Donc, il faut poser les questions. Il va parler avec des gens. Puis, comme en anglais, j'aime dire comme l'expression comme without contacts, it's hard to have context. Puis, je trouve que ça, c'est comme pour chercher des réponses, chercher un événement, il faut parler avec des gens. Ça, c'est mon conseil. T'avais-tu un ajout, Davy, sur ce point? Non, je pense qu'il a vraiment donné une bonne réponse. Puis je vais me souvenir aussi, without contacts. C'est quoi tu as dit? Without contacts, you can't have context? Yeah, without contacts, it's hard to have context. Context. OK. Good, merci. Je ne sais pas si ça se traduit, mais je l'ai créé moi-même. Sans contact, c'est dur d'avoir du contexte. OK, j'ai fait de mon mieux. Alors maintenant, Ian, tu vas être cité, c'est fait. Tu es maintenant une personne Quote, qui va être Ian citée. Côté.
Une autre question intéressante de la même personne. Donc, est-ce que ma photo doit être présente sur les réseaux sociaux afin que les autres veuillent discuter avec moi? L'aspect de photo, encore une fois, de se mettre un petit peu plus devant la caméra. Qu'est-ce que vous en pensez? On a parlé d'authenticité. Veux-tu la prendre celle-là, Davy? Oui, ben en fait, je me souviens que parce que je regardais des techniques pour faire du marketing ou comme build your personal brand, bâtir son brand personnel. Je ne sais pas comment on dit ça. En tout cas, se démontrer, se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Puis ça disait justement qu'avoir une photo, ça peut améliorer justement le réseautage parce que moi, personnellement, si un compte Twitter qui me suit sans photo, je ne sais pas, on dirait que c'est un peu plus difficile de voir si c'est vraiment un compte réel, là, pas pour dire que les comptes sont tous fake, là, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est avoir une photo, je pense que définitivement, ça va avoir un meilleur impact pour avoir une présence sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est pas une obligation, tu veux dire, mais je pense que ça laissait bien fait, ouais. J'ai vu aussi un mouvement là, de gens qui remplacent leurs photos de photographes, là, toutes bien léchées, pour une photo plus à la maison, plus réelle. Oh, ouais. Donc, encore une fois, l'authenticité revient au menu. Oh, ouais. Ah ouais, moi, ma photo LinkedIn, vous avez vu la photo là, dans l'introduction, c'est ma photo LinkedIn, puis c'est exactement ça que je voulais faire. Je veux que le monde sache c'est qui le Davy. Oui, le Davy va porter une chemise cravate quand il a besoin, mais comme sur les réseaux sociaux, je veux que les gens me voient pour qui que je suis, puis je suis quelqu'un qui est relax, qui est un peu plus laid back, puis je veux que ça soit ça que les gens ils voient. Puis je pense que aujourd'hui, en 2023, les temps ont évolué. Je pense plus que c'est important là, d'avoir une image super professionnelle, cadrée, puis tout ça. Comme, je pense que c'est bien correct d'avoir une photo où est-ce que tu as un sourire puis que tu sois l'air authentique, selon moi. Très bien. Puis, une troisième de ce participant, cette participante. Donc, voyez-vous des gens faire la mauvaise chose sur les réseaux sociaux et qui pourrait impacter négativement leur réputation, par exemple? Oh, je te vois hocher de la tête, Davy. Je sais qu'Ian va y aller. Je vais complémenter au besoin. OK, Ian. Oui, certainement oui. Comme je disais, il faut être, pour moi, respectueux. Si vous publiez ou même si vous partagez quelque chose sur les réseaux sociaux, pour moi, j'essaie de faire semblant que j'écris, au Globe and Mail, comme ça. Parce que David parlait du contexte actuel, comme avec des médias sociaux, comme c'est partout. Puis si on dit quelque chose ou on partage quelque chose, c'est possible que comme un employeur potentiel le trouve, même si c'est dans 10 ans ou quelque chose. Mais oui, donc je dirais pensez bien, pas comme moi, comme je pense trop, puis là, je ne publie pas. Mais oui, puis il faut prendre conscience du fait que les médias sociaux sont très ouverts. Et ça dure aussi. Donc, c'est bon. Avais-tu un ajout, Davy? Oui, si je peux ajouter, puis c'est quelque chose que Ian avait mentionné plus tôt, c'est question des fonctionnaires. Donc, on a des obligations, que ce soit au niveau des valeurs éthiques. Donc, on a quand même, en tant que fonctionnaire, on a quand même les mêmes droits constitutionnels que toutes les autres personnes au Canada, dans le sens que, j'ai ma liberté d'expression. Ceci étant dit, c'est sûr qu'il y a des balises, des limites à ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Moi, je travaille pour le Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor, des fois, prend des décisions qui sont peut-être pas acceptées par certaines personnes, mais ça serait pas approprié pour moi d'aller sur les réseaux sociaux puis d'être trop extrême dans ma façon de m'exprimer. On peut être en désaccord, on peut avoir des débats qui sont sains, mais moi, je porterais juste un petit peu attention à les choses qui sont dites quand on critique justement des actions du gouvernement. Puis, je donne souvent l'exemple, mettons, je travaille pour une compagnie privée, puis que je vais sur les réseaux sociaux, puis je blasse ma compagnie, ben, il y a des grandes chances que je me fasse réprimander, me fasse renvoyer. Dans la fonction publique, on est quand même privilégié d'être dans la position qu'on est, mais il faut quand même faire attention aussi. Fait que c'est ça que je voulais rajouter, sans nécessairement enlever le fait qu'on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux. Oui, très pertinent. Maintenant, une question qui porte sur le réseau LinkedIn. Alors, comment puis-je faire une publication pertinente pour me faire repérer sur LinkedIn? Merci, Émilie, de ta question. Lequel des deux aimerait répondre à celle-ci? LinkedIn? Je suis pas trop actif comme j'ai un compte LinkedIn, mais j'essaie de parler avec les gens plutôt de façon privée. Puis
mais non, je suis pas quelqu'un qui publie souvent sur LinkedIn, donc je peux pas vraiment répondre à Davy. Oui, certainement. Moi, je dirais pour LinkedIn, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous avez remarqué, mais sur LinkedIn, tu peux avoir un peu ta communauté fonctionnelle. Donc, tu sais, mettons que tu t'inscris, ben, tu peux choisir Government Administration, tu peux choisir sécurité, tu peux choisir même hôtellerie. Fait que, tu sais, quand tu choisis cette option-là, LinkedIn, les algorithmes font en sorte que tu vas être exposé à au même domaine que dans lequel que tu es. Fait que c'est sûr, moi, quand je travaillais au commissariat de la protection de la vie privée, ben, ça arrivait souvent que je mettais des publications reliées à la vie privée. Présentement, je travaille plus dans le domaine de l'équité, diversité, inclusion. Puis, naturellement, il y a beaucoup de gens avec qui je suis en contact qui sont dans ce domaine-là. Fait que moi, j'essaie surtout de faire des publications qui peuvent être pertinentes aux différentes communautés ou aux différentes audiences qui me suivent sur LinkedIn qui pourraient leur être pertinentes. LinkedIn, c'est surtout un cercle professionnel. Moi, j'encourage toujours les gens à se faire mettre en valeur. Gênez-vous pas. Si vous avez eu une promotion, partagez-le. Comme si vous avez reçu un prix ou un certificat ou quelque chose comme ça, ça aussi, ça peut être intéressant parce que moi, en tant que gestionnaire, LinkedIn, pour certains gestionnaires, LinkedIn, ça peut être aussi un outil d'embauche. Fait que, de voir les gens se mettre en valeur, je pense que c'est aussi quelque chose qui est pertinent sur LinkedIn. Bon conseil. Alors, maintenant, je vais me tourner vers quelques questions de Melinda. Donc, merci pour tes questions. Quels sont vos conseils pour entretenir et renouveler son réseau une fois que celui-ci est établi? Par exemple, devrions-nous communiquer avec chaque connexion au moins une fois par année ou supprimer ceux qui sont plus ou moins actifs sur les médias sociaux? Oui, vas-y, Yann. Oui, elle est une très bonne question. C'est une question que moi, j'ai posée une fois à un événement de Y-Magine il y a 7 ou 8 ans. Puis, pour moi, j'essaie de parler au moins une fois par, disons, 6 à 8 mois avec les gens dans mon réseau. Idéalement, ça se passe de façon organique, mais sinon, je vais envoyer un message sur Twitter ou si c'est quelqu'un qui travaille dans le ministère, je vais lui envoyer un message sur Teams, puis là, on propose comme, je sais pas, comme une petite rencontre avec un café ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est important parce que selon moi, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont excellentes dans la fonction publique. Mais puisqu'on travaille souvent, comme on change d'équipe, puis on travaille souvent sur des équipes qui ont plus de, disons, 10, 20 personnes, il est difficile de maintenir ces contacts parce qu'on travaille juste avec beaucoup de monde pendant notre carrière de, disons, 25, 35 ans. Donc, ça aide. Si vous envoyez un message, proposez peut-être, je sais pas, un café après le travail ou pendant le travail ou whatever, mais ouais, je suggère c'est pas une fois par semaine, c'est pas nécessairement une fois par an, mais c'est ce qui travaille pour vous parce que ça dépend de la personne. Peut-être que la personne a 5 enfants plus jeune que, je sais pas, 7 ans. Vous n'allez pas le voir souvent, mais quand même, peut-être que juste un message, que ça va se faire, ça va suffire. C'est ça, maintenir le contact. Oui. Davy, elle est dans la même ligne? As-tu des ajouts? Absolument. Ben, juste pour bâtir ce que Ian a dit, moi, j'enlève pas personne parce que il y a quelque chose qu'on dit, on brûle pas les ponts, comme puis on ne sait jamais, peut-être que cette personne-là, ça fait 2, 3 ans que vous ne l'avez pas parlé, puis il y a une opportunité qui se présente, puis hey, en passant, j'ai trouvé cette opportunité-là, je pense que tu pourrais t'intéresser ou j'ai besoin d'aide pour tel projet, je pense que ton expertise pourrait contribuer. Fait que, garder les contacts, c'est super important, puis entretenir nos relations. C'est juste de faire des petits check-ins une fois de temps en temps. Hey, moi, quand que je pense à quelqu'un, j'envoie un petit texto, j'écris un message, je dis hey, je pensais à toi, comment ça va? Fait que je pense qu'entretenir ces relations, c'est super important parce qu'on ne sait jamais quand que cette personne-là, à un moment donné, on va recroiser nos chemins puis qu'on va pouvoir collaborer dans le futur. J'aimerais ajouter aussi, et merci Davy, parce que j'ai manqué un peu la fin de la question, que oui, je vais supprimer certaines personnes, dépendamment de la situation. Comme s'il y a des gens qui partagent des choses que moi, j'écrirai jamais au Globe Mail. Là, je vais les supprimer. Puis, c'est pas des gens avec qui j'aimerais travailler dans le futur. Donc,
Oui, et puis je pense que toi, tu disais ça, c'était pas comme compris, mais j'aimerais juste ajouter que si sur Facebook ou Twitter, il y a des gens qui partagent de quoi qui est comme wow, comme là, je vais les supprimer tout de suite. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, 100%. Et donc, si nous voulons devenir, on continue une autre question de Melinda, merci. Donc, si nous voulons devenir un influenceur ou une influenceuse exemplaire, comment s'y prendre et à quoi devons-nous faire attention? Est-ce qu'il faut absolument avoir 500 contacts ou pouvons-nous être un peu plus stratégiques? Peut-être des vies qui sont plus actives sur les réseaux? Ouais, ben, qu'est-ce que je dirais à ça? C'est que oui, on peut avoir 500, on peut avoir 1000, on peut avoir 10 000, on peut avoir des millions de personnes sur nos réseaux. Mais moi, je suis souvent l'optique que il faut regarder aussi les individus. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une personne, c'est peut-être juste un contact, mais c'est peut-être un contact qui a beaucoup d'influence aussi. Donc, si moi, je vais être un influenceur, ben, naturellement, je vais m'associer ou je vais collaborer avec des personnes qui sont déjà des influenceurs établis parce qu'eux autres ont déjà une audience qui est établie. Puis c'est sûr, l'authenticité, ça vient avec. Comme plus que je suis authentique, plus que je partage mes façons de voir les choses, mes façons de penser, mes opinions, plus qu'il y a des gens qui vont dire Hey, je suis d'accord avec toi. Hey, je te suis parce que je veux avoir l'information que tu partages. Je te suis parce que j'aime qu'est-ce que tu partages. Fait que il faut juste être régulier. Il faut publier assez régulièrement là, pour devenir une personne influenceuse, selon moi, sur les réseaux sociaux. C'est sûr, TikTok aujourd'hui, c'est rendu facile. Là. Je veux dire, tu peux faire une vidéo puis tu as des millions de vues, mais sur LinkedIn, selon moi, c'est important aussi de poster régulièrement pour garder notre audience engagée. Parfait, merci. Donc, je regarde un petit peu. Donc, peut-être une pour toi, Yann, dans le contexte actuel, qu'est-ce que tu en penses au niveau voyons, est-il toujours possible, voire même approprié, d'établir de nouvelles relations sans avoir recours aux médias sociaux, c'est-à-dire en utilisant des recours traditionnels de sollicitation à froid sur le cold calling? OK, j'ai une bonne histoire à raconter. Donc, j'aime raconter des histoires. En 2012, je faisais mon stage qui faisait partie de ma maîtrise. Puis, mon premier jour, c'était le lundi, puis je pense que, ou peut-être le mardi. Le lendemain, ils ont annoncé comme le DRAP, le Deficit Reduction Action Plan. Donc, j'avais pas beaucoup d'occasions de travail après avoir obtenu ma maîtrise l'année suivante, en 2013. Donc, je suis retourné aux écoles, donc j'enseignais. Puis, j'ai reçu un bon conseil de plus ou moins de faire des cold calls, mais par courriel. Donc, j'ai créé comme un framework, un gabarit pour comme un message de 2 paragraphes. Comme la personne qui me donnait le conseil disait, comme, on ne veut pas comme scroller, ça doit être comme concis. Donc, j'ai créé comme un petit message. Salut, je m'appelle Yann Côté. Puis, j'ai une maîtrise en administration publique. Je suis bilingue. Blabla, comme un petit pitch. C'est comme l'elevator pitch de push. Je faisais un stage, donc je suis comme bridgeable. Puis, je l'ai envoyé à 224 personnes dans les ministères, les personnes que je connaissais pas, dans les ministères où je voulais travailler. C'était comme EDSA, ICED, comme les grands ministères. Puis j'ai reçu, je ne sais pas, 25, 27 réponses. Puis là, j'ai continué, puis c'est toujours la même réponse. Wow, il faut continuer à faire ce que tu fais, comme une bonne approche. Malheureusement, on n'a pas d'occasion de travail à cause de DRAP. Puis là, je continuais à envoyer un message à chaque personne qui répondait, comme chaque lundi. Salut, c'est Ian, just checking in. Est-ce que quelque chose a changé? Puis après un an, quelque chose a changé. Donc là, j'ai reçu un appel de quelqu'un à Ottawa, un gestionnaire. Puis il a dit, hey, il y a un contrat, c'était juste une casual. Mais quand même, j'étais enseignant, j'ai décidé de faire une maîtrise et comme changer de carrière. Donc, je voulais vraiment comme roll the dice, investir dans, comme, invest in myself un peu comme m'investir, mais comme prendre le risque. Puis là, j'ai déménagé à Ottawa sur comme une casual. Puis là, j'ai continué à téléphoner aux gens et à envoyer des messages aux gens qui avaient répondu. Puis là,
j'avais 7 ou 8 personnes avec qui je continuais à comme rencontrer, puis ils pensaient peut-être qu'il y aura quelque chose dans quelques mois. Donc, finalement, j'ai reçu, je ne sais pas, 5 ou 6 contrats ou off. Puis là, j'ai pris comme un contrat de 2 ans. Puis là, j'ai fait comme je faisais partie d'une compétition, j'ai fait comme une pool, j'ai réussi un pool. Puis en tout cas, c'était vraiment juste tout parce que j'ai fait du cold calling, mais pas courriel. Parce que les gens vont respecter ça. Et puis, il n'y a pas souvent la rétroaction que je recevais, c'est que les gens disaient il y a très peu de personnes qui vont faire ce niveau de travail pour juste comme whatever. Donc, oui, vous pouvez faire comme du cold calling, mais il faut être respectueux, poli, puis juste comme clair. Puis je pense que les gens en général sont, je trouve, comme gentils, puis ils respectent ça. Puis oui, les fonctionnaires en général, pour moi, je trouve que c'est une groupe de personnes qui sont très gentilles, évidemment intelligents, mais comme quand même, comme put yourself out there. Je dis en anglais comme err on the side of putting yourself out there, parce que si ça ne fonctionne pas, like if it doesn't work out, it's all good. You probably didn't have those contacts anyway. Merci Yann. Écoutez, il est 2 heures, donc et je suis contente de voir qu'il n'y a pas la liste de nombre de participants n'a pas beaucoup baissé pendant la période de questions. Je pense que c'est super intéressant le contenu. Donc, je crois qu'il y a une dernière question de sondage qui va apparaître. Et pendant que celle-ci découle, bien vraiment, merci Davy et Yann pour vos expériences. C'était super intéressant d'en apprendre plus sur vous, puis définitivement la proactivité, l'authenticité, c'est vraiment des choses à cultiver, je pense, c'est ce que vous nous avez enseigné aujourd'hui. Alors, merci à tout le monde, à tous les participants de vous être joints aujourd'hui.